mettons sur papier, selon nous, la formule idéale du produit qui serait dédié à de la longue distance, à des efforts prolongés. On n'a voulu ne faire aucun compromis entre la qualité de la base scientifique du produit et l'apport à l'athlète. On signe des contrats avec des athlètes professionnels ultra performants qui croient dans notre projet et que maintenant on va vraiment basculer dans quelque chose d'autre qui est la réalisation. Et en fait, on a tout mis en place et tout calibré pour que ce soit du bonheur, du plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel et Florian, les fondateurs de la marque de nutrition d'endurance Pyren Performance. Leur projet de créer une marque française haut de gamme de produits qui allie la performance avec des formulations innovantes et scientifiquement optimisées m'a tout de suite parlé. Leur approche sans compromis, tant sur la qualité des ingrédients que sur leur engagement envers un sourcing responsable, afin de proposer des produits de nutrition qui ont pour ambition de rivaliser avec les marques les plus installées du marché, est très ambitieux. Et à quelques jours des premières livraisons des précommandes, j'ai eu la chance d'enregistrer ce podcast où on va vous expliquer tous les secrets derrière ce beau projet. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube BeIron, mais également en podcast audio sur Spotify et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un 5 étoiles ou un petit commentaire. Ça ne vous coûte absolument rien et ça me permet de garder la motivation pour vous en proposer davantage. Allez, bonne écoute. Manu, Flo, merci beaucoup de m'accueillir à Toulouse. Merci à toi d'être venu, c'est très chouette. Ouais, merci Richard de nous accueillir. Bon, ça fait plaisir de vous voir en vrai. En réalité, ça fait plusieurs mois, quasiment presque 1 an même, qu'on échange un petit peu sur votre projet, donc Pyren Performance. Et en réalité, aujourd'hui, on va parler pas mal de nutrition, on va parler pas mal de sport d'endurance, on va parler d'ultra-endurance aussi, on va parler de ce qui est long et ce qui fait mal. Mais peut-être avant de venir justement sur le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez en 2 mots vous présenter l'un et l'autre pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Oui, bien sûr. Je prends la main si tu veux. Moi je m'appelle Florian, je suis originaire du sud de la France, un petit patelin qui s'appelle Port-Barcarès, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. J'ai grandi tout proche des Pyrénées, depuis tout petit passionné par la montagne et l'endurance. J'ai un parcours assez classique finalement en école de commerce qui m'a amené à pas mal bouger entre Paris, Lille, Bruxelles, la Colombie, et puis de retour à Toulouse depuis maintenant 2 ans pour faire partie de cette aventure avec Manu. Et du coup, moi c'est Manu, j'ai 33 ans, j'ai beaucoup bougé sur les îles, en France et ailleurs. Je suis venu à l'endurance sur le tard et c'est pas encore aujourd'hui une de mes grandes spécialités puisque je viens du rugby. Par contre, je suis passionné par les thématiques de nutrition. On est tous les deux avec Flo passionnés par le monde de l'ultra-endurance. Je suis un petit peu plus vieux que Flo. J'ai bossé une dizaine d'années dans des cabinets de conseil. Et du coup, aujourd'hui, ça fait effectivement à peu près 1 an qu'on discute, et t'es d'ailleurs une des toutes premières personnes qui a contribué au projet et on en profite pour t'en remercier. C'est super sympa, merci beaucoup. Très chouette de t'avoir aujourd'hui et pour boucler la boucle aussi de tout ce qu'on a fait ensemble au lancement. Et effectivement, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur Pyren. On aura l'occasion d'y revenir, mais ça a été beaucoup de travail puisque on a essayé d'avoir une approche assez différente de ce qui se fait. Et tout ça dans l'entraînement tous les deux, pour le triathlon d'ailleurs. Donc ouais, on est super content d'en parler. Bon, génial. On va y revenir un petit peu plus en détail, d'ailleurs beaucoup plus en détail par la suite. Moi, ce que j'aimerais comprendre avant tout, parce que vous avez tous les deux quand même un passé sportif, on a parlé un petit peu rugby, tout ce que tu as pu faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui pousse 2 personnes à se dire j'ai envie de créer une marque, on a envie de créer une marque de produits justement d'alimentation pour les sports d'endurance, d'ultra-endurance? Moi je pense qu'il y a déjà un petit peu l'inspiration entrepreneuriale familiale. J'ai un papa qui est entrepreneur, une maman aussi qui a eu un passé en entrepreneurial. Donc je pense qu'il y a déjà cette inspiration un peu familiale à ce niveau-là. J'ai toujours su qu'à un moment donné, je me lancerais corps et âme dans un projet qui me tient à cœur. Et pourquoi sur ce sujet-là? Ça c'est plus du fait de mon expérience personnelle avec l'endurance.
une expérience un petit peu traumatisante sur un triathlon. On aura peut-être l'occasion d'en parler à ce moment-là, mais qui m'a amené sur ces sujets et qui m'a fait me dire qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il y avait des réponses à apporter sur ce marché-là. Ouais, puis moi, quand j'ai arrêté le rugby, je me suis beaucoup réfugié dans la montagne. Beaucoup de sports de montagne, de ski, d'alpinisme, de ski de rando, toutes ces choses-là qui sont aussi des sports d'endurance. Et j'ai un passif de nageur, c'est mon tout premier sport. J'ai fait pas mal de sports toute mon adolescence avec mon père, etc. Donc finalement, quand on s'est rencontrés autour du triathlon, c'est un projet qu'on avait tous les deux dans la tête. On a commencé à envoyer des gros volumes d'entraînement, à beaucoup s'alimenter du coup. Et toujours avec cette observation de plein d'usages ou pas mal d'incohérences où on se disait mais c'est quand même fou que tout le monde suive ça sans qu'il y ait de solutions un petit peu alternatives. Et on donnera plus de détails là-dessus, mais que ce soit sur ce qu'il y a sur les étiquettes ou les protocoles de la manière dont on consomme les produits, notamment dans le triathlon longue distance, il y avait plein de choses qui nous semblaient pas très cohérentes. Et effectivement, avec l'esprit entrepreneurial qu'on avait tous les deux, le fait qu'on soit aussi des amis dans la vie et qu'on a envie d'un projet à nous, c'est devenu presque une évidence. Donc quand tu as l'idée, c'est facile. Et le premier exercice qu'on a fait, c'est qu'on a pris en note tous les showstoppers qui pourraient faire qu'on n'arrive pas à réaliser ce projet. On en a relevé peu plus de 200. Ouais. Et le premier exercice qu'on s'est amusé à faire pendant une semaine, jour et nuit, c'est d'essayer de répondre à ces 200 questions. Et on s'est dit, si on arrive au bout de la liste, on ira plus loin, quoi. C'est assez intéressant et en réalité, depuis qu'on discute ensemble, il y a plein d'éléments sur lesquels clairement on est aligné. Et ce que tu viens de dire là, c'est aussi une manière que j'utilise assez fréquemment parce que je trouve que le cerveau humain, il est très fort pour trouver des problèmes, beaucoup moins fort pour trouver des solutions ou des choses qui vont marcher sans justement être passé par la phase quels sont les problèmes et justement prendre la chose à l'envers, voir tout ce qui pourrait poser problème dans la réalisation d'un projet. Et en face de cette liste-là, essayer justement de trouver les solutions, c'est quelque chose qui souvent marche pas mal. Donc effectivement, je comprends l'approche. Piren, finalement, c'est un projet de déconstruction de l'existant. Et donc nous, on le fait dans notre métier et on a appris à le faire. Notre métier, c'est un métier de méthodologie. Et ça nous a beaucoup servi et ça nous sert tous les jours. C'est aussi un projet de bon sens. Parce que généralement, on suit des choses sans vraiment se demander si c'est ce qu'on aurait fait si on l'avait nous-mêmes conçu. Et puis c'est aussi un projet de santé finalement, puisque quand on envoie des gros volumes, qu'on mange beaucoup de carbs et beaucoup de gel, etc., on peut se poser la question au bout d'un moment si je fais ça pendant 15-20 ans, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Est-ce que toute l'hygiène que je m'impose en dehors de l'entraînement, elle va compenser ça ou pas? Enfin, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de points sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard, mais si je comprends bien, en réalité, c'est à la fois quelque chose qui est un projet qui est né de déjà une passion pour le sport et aussi peut-être le fait de ne pas trouver sur le marché des produits qui, probablement pour vous, étaient à la fois je veux dire, satisfaisants en termes de ce que vous en attendiez par rapport à votre propre pratique, mais aussi peut-être avec des contenus qui étaient parfois peut-être un peu inquiétants par rapport à ce que justement on pourrait imaginer comme résultat à long terme, vu la consommation en tant qu'athlète d'endurance qu'on peut en faire. Oui, et puis il y a aussi beaucoup d'incohérences auxquelles on faisait face sur le terrain. On parle du triathlon, mais le Piren Performance s'adresse aussi à d'autres sports sur l'ultra-endurance, comme le trail ou le cyclisme longue distance. Et dans ces pratiques aussi, on trouvait des protocoles de nutrition qu'on trouvait incohérents, les gels à usage unique n'étant qu'un exemple. Quand on parle de déconstruction, on parle aussi de ça. On vient remettre en cause tout l'existant en proposant un protocole qui, selon nous, est beaucoup plus adapté à ces pratiques-là. Et puis tu vois, un des premiers exercices qu'on a fait aussi, c'est de se dire, ok, on a essayé plein de gels, il y en a auxquels on a été intolérant, il y en a qui sont plutôt chouettes. Essayons d'avoir une matrice où on peut vraiment les comparer. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on monte cette matrice, les gens sont « Oh waouh, je m'attendais pas à ça ». Et en fait, tu te rends compte qu'il y a
très peu de cohérence en fait entre les formules, la qualité des formules, des composants, le prix des produits, parce que c'est aussi un gros sujet, c'est un marché qui est très soumis au marketing, et finalement les dosages de glucides, la qualité des apports aussi, et on y reviendra. Et en fait, quand tu fais cette map-là des produits disponibles sur le marché, tu te dis, mais en fait, il n'y en a aucun qui répond totalement, enfin en tout cas dans sa composition et dans sa philosophie de composition, à ce que nous, on aimerait consommer en tant qu'athlète. Donc on a aussi fait ce projet d'essayer d'avoir quelque chose de vraiment clean, d'essayer de réunir ces deux idées qui se dessinent sur le marché, qui sont d'un côté l'ultra-performance et d'un côté l'ultra-naturalité. Et on pense que ni l'un ni l'autre ne sont des réponses universelles et que peut-être justement un trait d'union entre ces deux segments, ça peut être une réponse très intéressante, notamment pour des sports comme le triathlon longue distance où tu es quand même sur des niveaux d'intensité importants pour très longtemps. Donc tu peux pas vraiment te passer de cette base scientifique, on en a besoin, mais essayons de la construire déjà dans ses apports parfaitement dimensionnés et clean. Et à côté de ça, intégrer de la naturalité, de l'antioxydant, du polyphénol, des choses qui vont avoir cet effet un peu tampon et qui, sur le long terme, vont être bénéfiques pour l'athlète dans son ensemble et pas que pour sa performance. Alors c'est super intéressant. On va revenir aussi en détail justement sur voilà, ce qui fait que le produit est différent peut-être de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Juste avant de rentrer vraiment dans le produit lui-même, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment se passe l'aventure voilà, on a l'idée, on regarde tout ce qui ne pourrait pas fonctionner, quelles seraient justement les choses qu'on pourrait mettre en place pour réaliser ce projet-là, mais concrètement, voilà, on part de zéro, on a une page blanche, on a ce vers quoi on veut aboutir. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment ça se passe? Alors peut-être qu'on l'a pas fait comme tout le monde l'aurait fait, mais en tout cas nous on l'a fait d'une façon qui nous paraissait la plus logique possible. Donc on a commencé par répondre à cette fameuse liste de 200 showstoppers qu'on avait identifiés. Et une fois qu'on avait plus de freins, en tout cas qu'on les avait levés, on s'est dit bon, maintenant qu'on sait qu'on peut le faire, mettons sur papier, selon nous, la formule idéale du produit qui serait dédié à la longue distance, à des efforts prolongés. Et une fois qu'elle était sur le papier, le tout était de trouver les personnes pour nous accompagner à pouvoir la produire et à pouvoir proposer des éléments, un lieu de production, une vérification des formules dans sa microbiologie, dans sa nutraceutique, pour qu'on soit sûr de la qualité de ce qu'on allait proposer. C'est marrant que tu parles d'aventure, parce que c'est vraiment ce qu'on a l'impression de vivre. Et cette aventure, elle tient au-delà du projet, de la genèse, etc., aux personnes. Et on s'attendait pas à ça, nous, quand on a créé Pyrène. Et en fait, le projet s'est développé très vite et s'est, entre guillemets, bonifié très rapidement avec les gens qui ont commencé à graviter autour de nous. Tu en fais partie d'ailleurs et tu nous as accompagnés sur pas mal d'aspects, du juridique, du légal. C'est aussi très important quand on monte une société et c'est très sécurisant de pouvoir compter sur des gens comme toi. Mais tu vois, on a plein d'anecdotes. La première dépense de Pyrène, ça a été d'aller acheter 400 kilos de myrtilles bio chez une agricultrice Faut expliquer aussi au pourquoi. Pays Basque. Faut expliquer aussi pourquoi. On a fini par pourquoi c'est la première dépense de la boîte. On se lance dans la formulation, on sait qu'on veut intégrer des produits de très grande qualité en termes de matières premières et en même temps des produits bruts qui viennent de nos montagnes. On pense tout de suite à la myrtille qui évoque notre enfance, qui évoque les randonnées qu'on faisait quand on était plus petit et aussi dans ses apports qui est hyper intéressante. Et donc le projet avance, l'idéation avance, et puis on se retrouve au mois de juin. Et puis je me souviens de ce moment où je rentre dans le bureau et je dis à Manu, mais en fait la myrtille, la production c'est 1 mois et demi. Donc si on veut pouvoir sortir des produits à temps, il faut qu'on se fournisse aujourd'hui, ou en tout cas dans les 4-5 jours qui arrivent, parce qu'on était déjà sur la fin de la production de la myrtille, en myrtille.
Et donc, on contacte des producteurs de myrtilles bio à ce moment-là, et puis on trouve l'exploitation de Valérie à Aujeux-les-Bains qui nous convient parfaitement. On lui rend visite, et on n'a pas d'autre choix à ce moment-là que d'acheter ces kilos et ces kilos de myrtilles pour être sûr de délivrer les produits au bon moment. Ouais, et puis des anecdotes comme ça, finalement, il y en a plein. Il y a pas mal de gens qui se sont rapprochés de notre projet avec beaucoup de bienveillance, avec la conviction comme nous que c'était un projet un peu exceptionnel, quoi, et qu'ils avaient envie d'y participer. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas biologiste, on n'est pas pharmacien. On s'est entouré aussi d'un conseil scientifique avec qui on a conçu ces produits. Et on reviendra sur la manière dont on les a conçus, parce que c'est particulièrement intéressant, je pense. Mais tous ces gens-là, ils sont venus pour contribuer au projet et essayer de créer quelque chose de nouveau. Et sans eux, ça aurait pas été possible. On a eu aussi l'opportunité d'être lauréat de beaucoup de concours d'innovation. Aujourd'hui, il y a une grosse partie de l'outil industriel, même s'il n'est pas vraiment industriel, mais de l'outil de production de Pyrène, qui est hébergé dans des endroits qu'on a mis à notre disposition parce qu'encore une fois, des personnes, même des politiques, croient en notre projet. Et au-delà de tout ça, il y a tous les athlètes qui ont fait partie de l'aventure et qui ont contribué, qui ont co-développé avec nous ces produits, qui ont renforcé notre conviction sur le fait que ces usages allaient vraiment proposer une alternative. Enfin, le marché de la nutrition, c'est quand même 250 marques en Europe. Pour se faire une place, il faut avoir quelque chose à raconter. Il y a des marchés moins concurrentiels que celui-là. Donc il faut arriver quand même avec une proposition qui soit solide. Et aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on est absolument convaincu que c'est le cas et qu'on a tellement de signes de traction et tellement de signaux positifs qui nous arrivent sur ces phases de précommande que on est très heureux aujourd'hui d'être à peu près sûr que notre entreprise va trouver sa cible. Alors, c'est impressionnant dans le parcours que vous avez parcouru, justement, entre la première fois où on s'est parlé et maintenant. Et j'ai vu un petit peu quasiment le produit fini avant de justement tourner ce podcast. C'est assez impressionnant. Et justement, une question que j'avais pour vous, c'est est-ce que quand on a déjà un bon job, une vie bien établie, est-ce qu'on ne se dit pas peut-être, je me dis voilà, il y a 250 marques, c'est un marché qui est vachement concurrentiel, il y a beaucoup de moyens qui sont mis justement par ces marques-là en termes de marketing, de développement et autres. Est-ce qu'on ne se dit pas c'est une super idée, mais vu l'ampleur de la tâche, est-ce que vraiment, d'une part, ça vaut le coup, et d'autre part, comment on va porter justement ce projet-là? Tu as répondu en partie avec justement le fait de s'entourer d'une équipe, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai que ça repose beaucoup là-dessus parce qu'on a tous les deux un job à côté, on est des personnes très consciencieuses de notre travail, on fait jamais les choses à moitié. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, Pyrène a été un side project. Et aujourd'hui, on peut en faire une entreprise parce qu'on a beaucoup de personnes autour de nous qui s'impliquent dans le projet et qui rentrent dans le projet, qui vont nous permettre d'en faire une entreprise. Donc, on a un parcours assez original. Aujourd'hui, toutes les personnes qui montent des boîtes de nutrition, elles viennent soit du secteur agroalimentaire, soit c'est des anciens sportifs qui se reconvertissent et qui voient cette opportunité plus comme de reconversion. Nous, on a eu une approche assez différente, vraiment que par la valeur, avec l'ambition à la base de créer une marque assez confidentielle. Pas du tout l'idée d'aller chercher des investisseurs pour construire une grosse machine industrielle qui serait distribuée dans tous les magasins. Donc c'est un projet qui nous a pris nos nuits et nos week-ends pendant longtemps. Ça nous a très honnêtement demandé aucun effort parce que c'est un projet qui nous passionne et c'est génial. Et ouais, encore une fois, sans tout cet entourage, à la fois médical, tous les biologistes, les pharmaciens, le labo avec lequel on a collaboré, parce que bon, c'est cool de mettre au point le meilleur cahier des charges possible, mais après, il y a plein de réalités qui se heurtent à toi. Déjà, est-ce que c'est faisable? Et ça, c'est peut-être la question qui nous a pris le plus de temps pour trouver une réponse. Deuxièmement, c'est est-ce qu'on a des partenaires qui vont être OK pour nous accompagner là-dedans, puisqu'on est hors des clous
du marché et de la culture de ce marché-là, sur laquelle on pourra revenir. Et après, c'est, OK, une fois qu'on a trouvé le partenaire, est-ce que c'est viable? Parce que construire des produits d'exception chouettes, si ça coûte 2 fois plus cher que les autres produits disponibles sur le marché, bah, peut-être qu'on va toucher une petite cible qui est très sensible à nos produits, mais c'est pas un modèle qui est aligné avec les standards du marché auxquels on est obligé de coller de près ou de loin. Et en fait, bah, la réponse, ça a été une quête de maturité sur plein de petits points qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, quand tu regardes le résultat de l'équation, bah ouais, on arrive à rentrer dans les cases et pour autant, on a tout fait différemment. Donc c'est ce qui est chouette et je pense que c'est ce qui génère tout cet attrait autour de nos produits. Et c'est trop chouette parce que c'est ça qui a de la valeur. Je pense que c'est aussi un cercle vertueux. On parlait tout à l'heure des personnes qui nous ont accompagnés sur ce projet. À chaque fois qu'on avait un retour sur Pyrène, il était hyper positif dans la vision, les gens qui étaient hyper alignés avec le message qu'on voulait porter. Et d'avoir à chaque fois des messages positifs comme ça dans une aventure entrepreneuriale qui peut avoir ses hauts et ses bas, comme toute aventure entrepreneuriale, c'est hyper motivant. Ça donne envie de pousser le sujet jusqu'au bout et de se lancer pleinement. Ouais. Donc du coup, si vous deviez résumer peut-être voilà, en quelques mots l'objectif de Pyrène, un peu votre mission statement, ce qui différencie réellement, tu as mentionné d'autres marques, ce que vous souhaitez faire, mais voilà, juste de manière très simple, courte, ça serait quoi en réalité? En fait, moi, je pense qu'il y a 3 piliers à retenir sur Pyrène. Le premier, c'est sa formulation. On n'a voulu ne faire aucun compromis entre la qualité de la base scientifique du produit et l'apport à l'athlète. Aujourd'hui, on a des produits qui sont clean, intégralement sourcés en Europe, et je ne sais pas si on est beaucoup à pouvoir dire ça, et qui ont une base scientifique qui est vraiment dessinée pour le long dans ses apports. Et quand je parle de ça, je parle évidemment des carbs, mais je parle aussi des vitamines et de la charge minérale qui est assez unique sur nos produits. Deuxièmement, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, on avait envie d'essayer de réunir performance et naturalité. Aujourd'hui, sur le marché, c'est ou l'un ou l'autre. Autant les produits full performance, en tout cas comme ils se présentent, bah, certes, ils sont efficaces au moment, mais on se demande forcément s'ils n'ont pas des effets délétères sur notre santé. Quand on se met des charges de glucides à l'entraînement en course pendant 15-20 ans, bah ouais, on doit se poser la question finalement en tant qu'athlète, en tant qu'homme ou femme. Et la naturalité, c'est super chouette, mais par rapport aux apports dont on a besoin, est-ce que c'est adapté aussi à nos sports? Est-ce que c'est adapté à la durée de nos efforts? On ne pense pas non plus. Ou en tout cas, il faut en avoir beaucoup et une sacrée résistance à l'écartement, puisque c'est un vrai sujet aussi sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc nous, on avait vraiment ce projet d'essayer de réunir ces deux mondes-là, d'essayer de créer un produit qui soit un trait d'union entre la performance et la naturalité, un produit sain, quoi. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est le protocole, l'usage. Aujourd'hui, le gel à usage unique, enfin, un protocole sur Ironman, c'est 22 gels, quoi. Enfin, pour quelqu'un de normal, c'est juste en charge mentale un casse-tête incroyable. Je dois le prendre à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais de mon emballage unique derrière? Je le mets dans la poche, ça colle, j'en ai partout. Je sais pas quels gels sont pleins, quels gels sont vides. Je perds du temps, je sors de ma position aéro. Et c'est aussi beaucoup de déchets générés. C'est des protocoles qui sont pas optimum pour l'athlète et qui ont sur lui effectivement une charge mentale importante. Et nous, notre promesse aujourd'hui, c'est qu'un Ironman, tu le fais avec un bidon de vélo et une flasque souple. Et le reste, c'est ta course et tu te concentres là-dessus. Donc un produit sain, performant, adapté aussi en termes d'usage, en diffusion des composants. Il y a énormément d'athlètes qui ont des problèmes de digestion à l'effort. En même temps, quand tu es en sous-irrigation intestinale et que tu t'envoies des shots de 40 grammes de glucides, bah, c'est hyper agressif, quoi. Donc c'est un petit peu normal que ce soit difficile. Donc on devait, nous, réfléchir à un protocole qui permette d'avoir des apports beaucoup plus diffus
et une formule qui intrinsèquement soit plus adaptée aux capacités intestinales. Non, c'est super intéressant. Je pense que effectivement, par rapport à d'autres marques, et je crois que c'est réellement l'un des différenciateurs, vous arrivez à réunir beaucoup d'aspects où ailleurs, bah, effectivement, on va trouver quelque chose qui est peut-être pas écœurant, mais qui apporte peut-être pas ce qu'il faut, ou alors un contenu qui n'est pas nécessairement ouf, ou alors quelque chose qui est plutôt propre, mais alors c'est immangeable, c'est voilà, déjà en temps normal, mais en plus pendant un effort, tu veux juste pas t'infliger ça en plus. Ou alors quelque chose qui, comme tu dis, bah, c'est malheureusement ce qu'on voit quasiment. Je prétends pas connaître toutes les marques, mais sur, je dirais, 99% des marques, où effectivement, tu es sur un format qui n'est nécessairement pas le plus adapté pour avoir une course, disons, plus propre et une empreinte un petit peu moins présente, disons. Donc non, super intéressant. Alors bon, on va se rapprocher un petit peu plus du sujet maintenant qu'on comprend un petit peu mieux d'où vient l'idée. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par expliquer ce que pyrène veut dire? D'où est-ce que ça vient ce mot-là? Alors Pyrène, c'est une légende mythologique avant tout, qui est née en Ariège. Et en fait, c'est la légende mythologique qui explique la naissance des Pyrénées. Pyrène est un prénom, celui d'une nymphe qui séjourne en Ariège, dans un royaume qui s'appelle le royaume des Bécrides, et que Hercule rencontre pendant ses 12 travaux. Ils vivent une histoire d'amour absolument passionnante dans ce royaume-là. Et puis Hercule est rappelé à son devoir et Pyrène meurt de chagrin en voyant le départ d'Hercule. Et puis lorsqu'il revient, lui, pour retrouver son amour et qu'il trouve son amour défunt, il décide d'ériger un tombeau à la hauteur de leur amour et à la hauteur de ce qu'il a ressenti pendant cette histoire. Et il monte les Pyrénées à la force de ses bras. Donc on trouvait que la légende, dans son romantisme, dans sa notion d'effort et de dévouement, était très parlante, que ça rapprochait, que ça faisait beaucoup de liens avec les sports d'ultra-endurance et les états dans lesquels on peut se retrouver par passion et par amour du sport aussi. Donc ça a évoqué beaucoup de choses chez nous. Et puis performance pour cet aspect qu'on voulait quand même notifier dans la marque, dans son nom propre, en n'oubliant pas qu'on conçoit aussi des produits pour garder un certain niveau de performance à l'effort. Donc ces deux mots étaient hyper importants pour nous. On a eu la chance d'avoir un directeur artistique qui a très vite compris là où on voulait aller en termes de logo et en termes de message et qui nous a super bien accompagnés là-dessus. Donc on se retrouve avec des produits dont on est super fiers en termes d'image et en termes de packaging. C'est une fierté aussi. C'est vrai que l'image, elle est clean, elle est propre. Je trouve que c'est impactant, c'est moderne, mais c'est pas non plus quelque chose qui va passer de mode. Ça reste assez intemporel en un sens, et finalement, c'est ce qu'on attend d'un bon design. Donc du coup, effectivement, c'est pas juste la proximité des Pyrénées, c'est aussi, je dirais, l'histoire un petit peu derrière le nom qui vous a parlé dans l'élaboration un petit peu du projet. Alors, si on se rapproche encore un petit peu plus du produit en tant que tel, donc je comprends, Manu, ce que tu me disais tout à l'heure en termes de, voilà, à la fois vouloir avoir quelque chose qui permette de performer, qui permette de le faire de manière un peu plus propre, protectrice de l'organisme et autres. Donc, est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu justement maintenant du produit en lui-même? Déjà, qu'est-ce que vous pensez proposer dans un premier temps, avec un lancement très, très bientôt, et après, aussi, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit exactement? Écoute, nous, on avait l'idée de quelque chose d'assez sobre. On voulait pas une gamme à rallonge avec 12 000 produits. On voulait s'en tenir pour le lancement, en tout cas, aux produits que nous, en tant que sportifs, on consommait. Souvent, c'est un argument pour les marques d'avoir plein de produits pour essayer de créer un peu un écosystème autour de l'athlète. Nous, aujourd'hui, on a aussi le sentiment qu'on a pour mission de rééduquer les athlètes à prendre ce dont ils ont besoin et pas à consommer X produits qui finalement n'ont pas forcément d'effet positif sur eux. Du coup, notre gamme, elle se compose d'un gel, d'un drink mix qui finalement reprend la même base mais avec des choses en plus,
une charge électrolytique, donc hydratation, qui est uniquement une charge électrolytique qu'on a voulu sans apport glucidique, puisque pour nous c'est un usage dédié. Et on a aussi beaucoup travaillé sur une complémentation dédiée au microbiote intestinal, puisque pour nous c'est un petit peu le squelette d'une nutrition réussie, notamment à l'effort. Et aujourd'hui il y a beaucoup d'athlètes qui ont un microbiote faible et donc des incapacités à être performants à l'effort sur la partie nutrition. Et on avait envie de réfléchir à une solution très innovante et très naturelle pour venir aider ces athlètes à changer de braquet sur la nutrition. Sur les gels, on a un gel neutre, un gel Myrtibio des Pyrénées, et on est en train de travailler sur un troisième parfum toujours très territorial sur la cerise Itschassou du Pays Basque, qui est un fruit assez exceptionnel, et notamment dans ses charges en antioxydants, en polyphénol, assez proche de la myrtille. Sur les parfums neutres, donc sur le gel neutre, on a travaillé sur un vrai neutre, parce que pas mal de marques commencent à en proposer, mais pour les avoir toutes essayées, c'est rarement vraiment neutre. Et je sais que c'est difficile maintenant que nous aussi on s'y est collé. Mais on sait aussi pourquoi c'est difficile dans la formulation de rendre un produit neutre. C'est parce que malgré le choix des meilleurs composants, il y a des composants qui sont pas, comment dire, il y a des composants qui sont pas, j'ai pas le mot m'échappe, qui sont pas compatibles et qui font que la neutralité du produit change en termes de goût. Donc parfois il faut faire des ajustements, il faut faire des choix dans la composition du produit pour que la neutralité reste la plus marquante possible, sans pour autant dégrader la qualité du produit final. Donc c'était un vrai challenge et après plus d'une centaine d'itérations sur les gels, on est arrivé à un produit dont on est assez fier. Ouais, sur le gel neutre, on est arrivé avec un vrai neutre et Ouais, c'est ça, c'est vraiment le neutre. Et après, il y avait un autre gros enjeu, puisque là, on parle vraiment d'expérience athlète. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais nous, c'est comme ça qu'on l'a baptisé et on en parle tous les jours. Il y a cette idée de lutter contre l'écœurement avec des produits vraiment neutres. Et il y avait une autre grosse limite que nous, on trouvait aux produits du marché, c'est l'excès de sucrosité. Aujourd'hui, c'est très désagréable de manger du gel parce que c'est ultra sucré. On a des athlètes qui nous disent, Victor Bouscavé qui nous dit que ça lui fait des irritations quand il s'entraîne longtemps. Mathilde Armand qui nous dit qu'à la fin d'un ultra, elle a mal aux dents, quoi, parce que c'est que ce contact au sucre répété, au bout d'un moment, ça attaque, quoi. Et au-delà de ça, on connaît tous cette sensation de devoir se rincer la bouche une fois qu'on s'est alimenté, d'avoir cette chose qu'on sent pas naturelle, quoi. Enfin, et aujourd'hui, nous, on a voulu dans nos compositions travailler avec des sucres qui soient beaucoup moins agressifs, mais tout aussi performants, en allant sourcer des produits qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les gels. Par exemple, une maltodextrine de maïs avec un indice glycémique très bas pour une diffusion vraiment plus stable de l'énergie, une glycémie beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus durable, et qui finalement a un indice de sucrosité bien inférieur. Ouais. Donc en fait, tous les athlètes ont la même réaction quand ils prennent les produits, ils disent mais on ne peut pas se douter qu'il y a une charge glucidique telle dans ce produit, puisque quand on le boit, il paraît peu sucré. Et en fait, on a même des produits qui ont même une fin de bouche salée, puisqu'on travaille avec une fleur de sel des Pyrénées sur les apports en sodium. Et en fait, vu que le sucre ne compense pas, on a quelque chose de très neutre aussi dans ce sucré salé, tu vois. Et du coup, c'est hyper intéressant et on est super fiers de ça. Sur tous les produits avec parfum, comme le gel, on ne travaillera qu'avec des produits naturels. Déjà parce que c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de chouette et de bon et d'agréable, de réconfortant. Moi, dans un effort long, c'est ce que je vais chercher dans les parfums. C'est quelque chose de réconfortant, de sécurisant, qui me rappelle des entraînements qui se sont bien passés. C'est un peu un souvenir et une zone de confort qu'on essaie de recréer dans un élément qu'on ne contrôle pas ou qui nous contraint. Sur le drink mix, la grosse différence, donc on a réutilisé cette base scientifique qu'on est d'ailleurs en train de breveter pour y ajouter un apport en protéines
On a conçu ce drink mix un peu à la base dans l'idée que ce soit un produit plus typé ultra trail, course à pied, et mécaniquement sur des formats plus longs que des triathlons, sauf certains, hein, t'en connais un rayon, mais sur des épreuves qui vont durer 12, 24, 48 heures, où là, l'apport en protéines à l'effort devient vraiment nécessaire, puisque tu vas vraiment lutter contre une dégradation du système musculaire et il faut le faire à l'effort. C'est pas un challenge facile et on voit beaucoup de produits sur le marché où on dit ouais, 5-10 grammes de protéines végétales. Enfin, aujourd'hui, ça n'a aucun sens scientifiquement parlant, dans le sens où finalement, il y a très peu de formes de protéines aujourd'hui qui sont synthétisables à l'effort et qui vont pas entraîner une complexification de la digestion. Et pour ça, on travaille, nous, avec des hydrolysats, qui sont les formes les plus pures de protéines et qui sont directement assimilables par l'organisme, que si elles étaient un petit peu prédigérées, et qui permettent d'avoir un vrai effet bénéfique sur l'athlète pendant son effort. Donc ça, c'est pour le drink mix. Et après, hydratation, un produit dont on est super fier. 117 itérations techniques, donc autant vous dire qu'il est abouti. Donc une charge minérale, top qualité, avec les meilleures formes de minéraux qu'on ait pu sourcer. Un extrait de stevia, pour l'expérience athlète, encore une fois, quelque chose qui soit agréable à boire. Et un arôme naturel de citron vert, puisque on est allé chercher derrière le citron vert cet aspect un petit peu acidulé, rafraîchissant, parce que quand même la majorité de nos épreuves, on les fait en été, et quand il fait 30, 35, on a besoin aussi, quand on s'hydrate, d'avoir cette sensation un petit peu de fraîcheur. Donc voilà, la gamme Pyrène aujourd'hui, c'est 3 produits, 4, 2 gels, un drink mix, qui est lui neutre aussi, et un produit d'hydratation, une charge minérale, arôme citron vert. Déjà, je trouve que c'est super intéressant le positionnement, effectivement, de se focus sur quelques produits et de le faire vraiment de manière ultra aboutie plutôt que voilà, avoir une gamme de 10, 15 produits où au final, c'est juste des déclinaisons plus ou moins abouties et en tout cas qui n'ont pas réellement un intérêt. Là, on sent clairement que chaque produit a été pensé pour un usage spécifique et c'est facile d'y voir clair dans la proposition. Et je voulais juste revenir sur la question du justement le goût neutre. Et en réalité, je pense que c'est un point super important parce que de mon point de vue, il n'y a pas pire qu'un truc qui se veut neutre mais qui en fait ne l'est pas. Parce que je préférerais avoir quelque chose où, ok, c'est clairement un goût, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, fraise ou citron ou n'importe quoi, qu'un truc qui en fait, tu sais même pas ce que c'est parce que ça a pas trop de goût, mais ça a quand même un goût, tu peux pas l'identifier à quelque chose. Et effectivement, je pense que c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'en vrai, les marques n'y arrivent pas. Donc, je pense que c'est clairement un plus d'avoir une proposition de valeur comme ça avec quelque chose qui se démarque, ne serait-ce que sur cet aspect basique, mais super complexe. Bah ouais, comme je te dis, c'est des dizaines, voire même parfois des centaines d'itérations techniques, puisqu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, puisque du neutre, on peut le faire, hein, mais il faut qu'il reste très pertinent dans les apports et dans tout le reste. Et finalement, effectivement, quand on conçoit un produit de nutrition, le goût, c'est pas la priorité au début. C'est vraiment quelque chose qui arrive une fois qu'on est satisfait de la composition et de la base scientifique du produit. Donc le challenge, c'est plus de se demander comment on va venir répondre à ces objectifs sans dégrader ce qu'on a construit. Et du coup, la marge de manœuvre est assez limitée. Et finalement, nous, on doit aussi, je pense, remettre ça sur le compte de la qualité des composants primaires qu'on a choisis, où finalement, très honnêtement, ça n'a pas été non plus un casse-tête incroyable et on a eu la chance d'avoir un produit fini qui déjà, une fois qu'on avait déroulé notre feuille scientifique, était déjà très neutre. Et je pense que ça, on le doit à la qualité des composants. Donc ça a toujours un très léger aspérité, un petit peu maïs, puisque c'est le composant un petit peu principal des sucres, mais c'est très léger. Et en plus de ça, dans l'intégralité de nos protocoles, on recommande, nous, de diluer légèrement le gel ou le drink mix, notamment pour dérouler le protocole et tous les avantages que je te citais, qui en fait vraiment quelque chose de neutre, de chouette, de peu sucré en sensation
Et ouais, en tout cas, les athlètes nous font des super retours, ceux qui l'ont goûté. Donc ouais, c'est chouette. Bon, bah, génial. Et justement, en parlant du retour des athlètes, du protocole, alors ça dépend vachement de l'athlète, de son entraînement, aussi de ses capacités justement à ingérer, à oxyder, de son poids, etc., de la distance de l'épreuve. Mais en termes justement de protocole, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que d'ailleurs il y a des recommandations par rapport à l'utilisation de vos produits actuellement? J'imagine que c'est aussi lié à la composition du produit, peut-être en maltose, en fructose, ce genre de choses. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà à ce stade? J'imagine que oui. Oui, oui, ben, ça a fait partie des réflexions initiales, même parce que un des piliers dont tu mentionnais tout à l'heure, Emmanuel, c'était le protocole, justement. Et on a voulu tout simplement simplifier la tâche aux athlètes. Moi, j'ai toujours cette image du triathlète qui, la veille de son épreuve, se retrouve à faire des produits en croix pour calculer ses apports en nutrition. Et on voulait absolument éviter ça avec nos produits. Donc, typiquement, sur nos gels, on a construit un graphique de dosage qui permet à l'athlète, en un coup d'œil, de savoir, en fonction de sa volonté d'assimilation en termes de glucides et la durée de son effort, combien de grammes de produit il doit prendre. Donc, le gel est vendu dans un format de 650 grammes et il vient doser une petite flasque réutilisable dont on pourra parler de la conception après d'ailleurs, justement, ou un bidon de vélo en fonction de sa volonté d'assimilation, en ayant l'information du grammage de produit dont il a besoin. Ça, c'était hyper important pour nous, pour deux choses. La première, c'est éviter ce casse-tête, mais aussi pour que l'athlète consomme la quantité de produits dont il a besoin, sans être restreint par la quantité de produits qu'il y a dans ces gels à usage unique et qu'on vient prendre finalement d'une traite qui n'est pas un avantage pour la stabilité glycémique pendant une épreuve. Ouais, et puis après, comme tu le disais, on a la chance ces quelques dernières années, ces 2, 3 dernières années, d'avoir eu un certain consensus sur la littérature scientifique, sur les composants primaires les plus adaptés à la longue distance. Et ce rapport maltodextrine fructose 1,08 est assez unanime, ne serait-ce que sur les dernières études qu'on a eues en début d'année. Donc on n'a pas voulu réinventer la science, on n'a pas cette prétention. Donc on est parti là-dessus et nous on s'est plus focalisé sur la qualité des composants, puisque des maltodextrines, tu peux en trouver de qualité extrêmement variable et de provenance très exotique. Nous on est vraiment allé loin dans cette qualité-là. Enfin, quasiment tous les composants des produits Pyrène, c'est des composants de grade infantile. C'est de la qualité bébé. Enfin, c'est la plus aboutie. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait que les produits sont différents, qui sont plus digestes. Et tout ça, il faut pas l'oublier, c'est rendu possible aussi par le laboratoire qui nous a accompagnés, puisque ce qu'il faut souligner, en fait, c'est que la culture de notre marché, c'est plus d'aller bah, rédiger un cahier des charges d'un produit cible et d'aller confier à un industriel sa conception et sa production. Et c'est un modèle complètement différent. C'est aller déposer un cahier des charges il y a 4 ou 5 industriels majeurs, hein. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, sur les 250 marques de nutrition qui sont présentes, tu as plus de 80% des produits de ces marques-là qui sont produits dans 4 usines. Ouais. Donc, tu vois, ça reste des produits en volume très standardisés qui vont se différencier plus après par des arômes, etc. Mais les composants primaires restent quand même globalement les mêmes. Et finalement, nous, d'aller sourcer des produits un petit peu plus techniques, un petit peu plus propres, avec des accréditations, clean label, des certificats de provenance européens, puisqu'on voulait éviter de travailler avec des produits chinois, comme il y en a en majorité, bah, c'était pas simple, mais c'était pas, c'est ce qui a été rendu possible par ce labo. C'est toujours plus simple quand tu tombes sur un directeur de labo qui fait de l'Ironman. Il est tout de suite plus sensible à ton projet. Parce que je t'avoue que nous, au début, la première démarche qu'on a eue, c'est d'aller voir ces industriels et de dire, alors nous, on veut pas ce que vous avez sur étagère, on voudrait créer ça. Ils étaient tous morts de rire. Et ils nous ont tous jetés. Et aujourd'hui, on doit aussi notre réussite et la réussite de ces produits à ce labo qui a investi dans notre accompagnement. Puisque même lui, on l'a repoussé un peu dans une zone d'inconfort, de quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait.
On est tombé aussi à un moment où ils avaient, eux, envie de se dimensionner sur la nutraceutique parce qu'ils avaient aussi cette conviction qu'on partage, que le marché demande maintenant un autre niveau de produits, et notamment en France. Et on a eu la chance aussi de bénéficier des références de ce laboratoire sur certains projets de grande envergure, plus ou moins liés à notre secteur, qui ont fait qu'ils avaient aussi une maturité scientifique, technologique, industrielle, pour pouvoir aussi prémixer les composants qu'on avait sourcés avec eux et pour pouvoir finalement simplifier notre processus à nous, où on va recevoir nos composants qui nous sont notre propriété, prémixés au milligramme près, puisque quand vous allez travailler avec des vitamines et on n'a pas lésiné, des vitamines du groupe B qui coûtent très cher, etc., on est sur des micro-dosages pour avoir des apports ultra bien dimensionnés. Et c'est quelque chose, si vous essayez de vous le faire vous en propre, c'est un vrai casse-tête et c'est une lourde responsabilité. Donc on a eu de la chance d'avoir cet acteur qui a permis ce niveau de personnalisation des produits, quoi. Non, c'est super intéressant. Et du coup, en termes justement de personnalisation, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence donc, de la marque par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, parce que bon, c'est mon point de vue d'utilisateur, mais sans être expert non plus. Souvent, ça va être, et c'est ce qui est un petit peu reproché également à ces marques-là, ça va être des produits qui, bon, on sait typiquement le fructose est un peu diabolisé, et à raison, je dirais. Mais j'imagine qu'on peut aussi avoir le même genre de produit euh, qui apporte en tout cas ce qu'on souhaite effectivement en termes de bénéfices, sans forcément que ça soit quelque chose de dégueulasse et sans forcément que on sache que voilà, on va développer un diabète de type 2 dans X années parce qu'on le consomme. Et j'aimerais bien connaître un peu votre position parce que effectivement vous avez un positionnement qui est très axé, et je pense que c'est très important et c'est un des différenciateurs sur le côté voilà, bon pour le corps, qui ne va pas, je veux dire, tout en apportant ce qu'il vous faut pour performer, poser problème par la suite. On a voilà, tous entendu un peu un courant voilà, low carbs et autres, essayer de minimiser l'apport justement en sucre, notamment certains types de glucides. Euh, Vous avez une vision sur ça? Comment est-ce que vous réconciliez un peu peut-être avec votre vision de la performance, ce type de produit-là et toutes ces critiques qu'on peut entendre, qu'on peut partager ou ne pas partager, mais... Oui, je pense qu'il n'y a aucun athlète quand il rédige ses protocoles et quand il va acheter ses produits une fois toutes les 2 semaines et une fois par mois, qui se demande pas en l'occurrence si c'est bon pour son corps, hein, parce que ça reste des produits très transformés. Et aujourd'hui, tu vois, au-delà du fructose, qui finalement reste un extrait de fruit et qui... Alors c'est un composant auquel il faut faire attention puisqu'il est synthétisé par le foie, c'est une filière assez spécifique. Quand je vois moi des produits qui ont pignon sur rue et qui ont comme composant principal un sirop de dextrose, là ouais, C'est il y a de quoi se poser des questions, hein, surtout quand on en consomme beaucoup. Nous, on a une position qui vraiment fait partie de l'ADN de la marque là-dessus. Le premier truc sur lequel on insiste, c'est non, contrairement à ce que vous dit Instagram, il faut pas consommer 120-130 grammes de glucides à l'heure pour être un athlète performant. Il y a une partie de la capacité d'oxydation qui reste physiologique et aujourd'hui, il y a des athlètes de très haut niveau qui ont des performances remarquables avec des oxydations à 70-80 grammes à l'heure. Donc nous, on lutte un peu contre cette surenchère de la consommation de produits et on pense que les surdosages sont délétères à long terme et que c'est peut-être ça peut-être auquel il faut faire très attention puisque une fois que le corps l'a pas oxydé, il le stocke et on ne sait pas vraiment dire médicalement aujourd'hui quel est l'impact à long terme, quoi. Ensuite, on a eu aussi, nous, pour envie, et ça vient aussi de l'épisode traumatique de Florian sur Ironman, sur les sujets de déshydratation, de charge électrolytique, etc., de créer un centre de ressources qu'on a appelé l'Ultra Endurance Lab, qu'on s'est même demandé, peut-être que ça serait bien qu'il soit totalement indépendant de Pyrène, puisque son objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens
qu'ils consomment nos produits ou non. Mais aujourd'hui, on pense que les gens ont besoin de gagner en maturité sur les questions de nutrition et l'effort. Beaucoup de gens sont perdus. Nous, on est assez heurtés par le nombre d'athlètes de très haut niveau avec qui on discute et qui ont une maturité sur la nutrition proche de zéro. Et en fait, ils ont juste la chance d'avoir un système digestif en acier et ils ont jamais eu à se poser de questions. Et ils arrivent à une étape, une maturité de leur carrière où ils se disent soit je peux être plus performant, soit il faudrait peut-être que je commence à faire gaffe à moi parce que je vieillis. Donc ouais, c'était très important pour nous d'aller chercher autour de le collectif de médecins et de professionnels de santé qui nous ont accompagnés et continuent de nous accompagner, déjà d'expliquer, de témoigner toutes ces choses-là en les vulgarisant, en les rendant accessibles. C'est très important. Et de ne pas créer des articles qui sont là pour faire du SEO sur notre site, quoi. De vraiment créer des articles qui sont là pour créer de la valeur et pour apporter un bénéfice à la communauté de l'ultra-endurance. C'est ça notre objectif. Et après, effectivement, ça passe aussi sur la simplicité des protocoles et sur l'intensité des charges. Aujourd'hui, nous, même quand on continue à s'alimenter avec des gels à usage unique, on les mettait dans nos bidons ou dans des flasques, on les diluait, on répartissait les apports, puisque la brutalité des charges de glucides en pic qu'on impose via ces formats, c'est normal que ça se passe mal pour beaucoup de monde. Donc, je pense que c'est une rééducation des athlètes d'accepter de changer de protocole, même si je pense que pour les formats longs, ça va pas beaucoup leur demander d'efforts, puisqu'ils vont vite voir que ça leur change la vie. Mais ouais, c'est tout un marché aujourd'hui qui fonctionne comme ça et qu'on n'a pas encore trop remis en question. On voit les tout premiers produits qui commencent à venir taquiner tout ça, et nous, on voit ça vraiment comme une chance parce que ça montre qu'on est plusieurs aujourd'hui à venir pousser quelque chose de différent et de plus adapté, et ça montre bien que ça a de la valeur. Donc voilà, on milite, nous, pour remettre l'église au milieu du village. Non, vous n'avez pas besoin de 120 grammes de glucides à l'heure pour être performant. Au contraire, il faut faire attention. Il faut des bons produits et il faut savoir les prendre correctement pour évacuer toute la charge mentale liée à la nutrition et se concentrer sur la performance. Et ce qui, dans nos sports d'ultra, est déjà un très gros morceau. Bien sûr. Non, c'est super important, je pense, de le rappeler, parce qu'effectivement, quand tu regardes les réseaux sociaux, moi, mon domaine, c'est plus le triathlon longue distance, mais tu as l'impression qu'il y a une sorte d'inflation. Moi, je peux prendre 130. Moi, en fait, je peux prendre 140 grammes. Et tu as un mec qui va dire, ah, moi, c'est 160 et je vous éclate tous et tout. Mais c'est pas nécessairement ceux qui vont après performer le mieux. Parfois, ça arrive que, comme pour tout le monde, ils ont un bon jour, ils ont une bonne performance. Mais pour certains athlètes, on voit aussi que, en vrai, ça se passe mal la fin de la course. Soit les mecs, ils vomissent, soit ils peuvent juste pas finir. Et il y a un triathlète, un Canadien, Lionel Sanders, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui récemment a publié une vidéo où le gars disait, voilà, après des années d'avoir... Alors lui, je ne crois pas que ça soit que l'alimentation, il y avait aussi le côté, voilà, je mange n'importe comment et je me fais plaisir, mais qui effectivement constate que ça peut avoir un effet qui est pas ouf. Et je pense que, comme tu disais, il y a le côté aussi... se rendre compte que pour performer, on n'a pas besoin de pousser autant. Il faut tester, il faut voir, mais tu peux probablement, sans tomber sur le côté, voilà, j'utilise pas du tout de carb, ou vraiment j'en utilise le strict minimum, parce qu'on n'est pas des professionnels. Je pense qu'on a besoin d'un équilibre aussi en termes d'apport, ne serait-ce que pour les fonctions cognitives dans la journée, pour notre travail, tout simplement. On peut trouver un équilibre en termes de dosage et aussi en termes de qualité, qui pour l'instant est difficile à trouver et qui surtout n'est pas en ligne avec le message effectivement des marques qui sont les plus connues, où en gros on va prôner voilà, le plus en plus. Mais tu as un peu ce mojo marketing qui résume l'idée que la nutrition c'est un cheat code, que ça te permet de performer au-delà de ton niveau de performance, et que plus tu vas en prendre, plus ce cheat code va être important.
Et je pense qu'il est important que les athlètes, et puis il y a toute une mouvance autour des gains marginaux, du matériel, et effectivement c'est très important. Mais il faut pas oublier, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, que le moteur de la performance, c'est l'entraînement. Et c'est 70% du job. Et aujourd'hui, ben, vous allez aller gagner beaucoup plus à avoir une stratégie d'entraînement intelligente qu'à consommer 30 grammes de plus à l'heure. Ça va fondamentalement rien changer, à part vous apporter des problèmes, comme tu le disais, que ce soit pendant la course ou plus tard. Et en fait, bah ouais, le cheat code, je pense qu'il est plus à aller chercher dans la qualité du produit, dans sa juste utilisation, et c'est tout, quoi. Non, clairement, clairement. Je pense, après, ça a une très très grande importance, effectivement. Ça va pas décupler ta performance si à la base, tu n'as pas fait le nécessaire. Par contre, c'est un peu la quatrième discipline en triathlon où effectivement, voilà, si tu as eu la perf à l'entraînement de la préparation de ta vie et autres, et que tu arrives le jour de ta course et bah, tu fais nimp, ça va pas le faire, effectivement. Donc, En plus, au-delà même de l'aspect juste performance, il y a l'aspect sécurité. On parle de la santé à long terme, mais ça peut même être hyper dangereux sur la course en tant que telle. Pour revenir sur mon expérience personnelle, sur mon premier triathlon longue distance, donc je m'effondre à 5 km de l'arrivée parce que j'ai eu une surhydratation avec une boisson qui n'était pas sans électrolyte, donc juste de l'eau plate, en période de canicule, donc pendant cette épreuve. Donc je me surhydrate et puis je fais une hyponatrémie hydrique, du coup, une dilution du sang. Et le premier impact que ça a, c'est la création d'œdème. Et un œdème cérébral, ça amène à des situations très très graves, dont le coma. Et ça peut entraîner une expérience de mort imminente, voire une mort dans les minutes qui suivent. Donc c'est ce niveau de maturité des athlètes sur l'apport qu'ils ont à la course, il est hyper important aussi sur ces sujets-là de sécurité en tant que tel. non, clairement. Et puis, on a tous vu dans des courses, que ce soit, on parlait d'un semi tout à l'heure, que ce soit un semi, un marathon, et naturellement, les triathlons, voilà, moyenne et longue distance, des gens qui, clairement, ils avaient mal géré la nutrition, l'hydratation, et même s'ils avaient l'impression de bien l'avoir fait, et probablement que lorsque tu buvais, tu avais l'impression sur cette course-là de Et puis bien c'est t'hydrater. même un petit peu le piège du il fait chaud donc je bois. Ouais. Je perds, je transpire donc je bois. Mais en fait c'est tout bête. Mais la petite anecdote c'est que jusqu'à ce moment-là, je m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi il y avait de l'eau gazeuse sur les ravitaux, que ce soit en trail ou en triathlon. C'est pour l'apport, C'est justement. tout simplement l'apport en minéraux et cette question-là aujourd'hui elle me paraît évidente, voire même bête. Mais je suis persuadé qu'il y a une très grosse partie encore d'athlètes qui savent pas comment bien s'hydrater sur ce genre d'épreuve. Non, c'est sûr. Bah, il y a tout un tas de choses. Enfin, souvent, des fois, j'en ai jamais pris parce que j'imagine même pas ce que ça doit faire dans la bouche, mais des tucs ou des trucs comme ça pendant les courses. Tu dois même plus pouvoir ouvrir la bouche, ça doit coller. Mais effectivement, en vrai, c'est quand même pensé pour effectivement réaliser ce type d'apport. Mais ouais, c'est des éléments, je pense, où il y a clairement un manque d'éducation. Et bah, par rapport justement au projet, ça peut apporter justement aussi ce côté au-delà du produit éducationnel, éducatif pour les athlètes. Et puis nous, enfin, quand on voit des parcours clients où quelqu'un se connecte au lab, lit un article pendant 7 minutes, donc en entier, et derrière va acheter un pack découverte chez Pyrène, on se dit qu'il n'y a pas plus valeureux pour nous comme parcours client. C'est vraiment des gens qu'on capte par la valeur et qui comprennent ouais, la différence de notre vision. Et c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à plaire à tout le monde ou à devenir la première entreprise d'Europe sur la nutrition sportive. On cherche à venir répondre à une cible qui a des attentes assez aiguisées sur tout ça et avec qui on va construire une communauté autour de ces valeurs-là. Alors justement, sur bah, voilà, comment se présente un petit peu l'avenir de la marque. Déjà, où est-ce que vous en êtes actuellement? Bah là, c'est vraiment le rush parce que bah, on est ultra impatient d'enfin démarrer. Jusqu'ici, on était en phase de précommande.
Les matières premières seront là en totalité à Toulouse dans 2 semaines. On est en pleine finalisation de nous, toute la partie production, donc de tout le calibrage, le réglage des machines, puisque la particularité de la marque, c'est qu'on ne fait pas faire nos produits, on les fait nous-mêmes. Donc on a dû se doter à la fois de compétences et d'outils pour ce faire. On a eu la chance d'être soutenu par la ville de Toulouse et la région Occitanie, qui nous a mis à disposition notamment un labo dans lequel on a pu installer tout ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, on n'attend que ça. On a pris du délai forcément parce que on a aussi beaucoup d'exigences sur la traçabilité des matières. On a des exigences qui sont tout à fait normales, mais qui prennent du temps sur la certification antidopage de nos produits, puisqu'on va travailler avec beaucoup d'athlètes professionnels et c'est non négociable. Donc du coup, le temps de réunir aussi toute cette partie administrative autour des produits, il y a des délais assez incompressibles. Et aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on voit le top départ se dessiner sur la dernière semaine de mars. On va déjà pouvoir répondre à toutes nos précommandes et on n'en attendait pas tant. Donc, on a déjà quelques jours au labo pour pouvoir absorber tout ça. Et après, l'idée, c'est dès fin mars, début avril, de pouvoir livrer tous nos clients en 48 heures dans toute l'Europe. Et on a super hâte que ce soit enfin lancé. Bon, ça, c'est génial. J'imagine que c'est vraiment le moment voilà, assez excitant quand vous allez pouvoir avoir les premiers retours des utilisateurs qui, eux, ont réellement voilà, passé commande, ils attendent le produit et y a un retour terrain, tout simplement. C'est ça, puis là on est dans une phase où on sent que le projet commence déjà à avoir vraiment de l'inertie, on est contacté par beaucoup de distributeurs, on signe des contrats avec des athlètes professionnels ultra performants qui croient en notre projet. On a des stacks aussi administratifs, légaux qui se déclenchent. Le processus de propriété de la marque Pyrénées Performance, c'était assez stressant aussi. Et tout ça est réglé. Enfin, tu vois, on a l'impression d'avoir à la fois accompli notre mission, en tout cas la grosse première partie de notre mission, et que maintenant on va vraiment basculer dans quelque chose d'autre, qui est la réalisation. Et en fait, on a tout mis en place et tout calibré pour que ce soit du bonheur, quoi, du plaisir. Et aujourd'hui, on va pouvoir se concentrer sur la production et finalement le développement de tout ce qu'on a construit pendant 2 ans. Et ça, c'est super excitant. Et on a plein de partenaires autour de nous qui nous laissent entendre que on va vite être dépassé par tout ça. Donc nous, on reste très humble dans notre posture aujourd'hui et c'est notre caractère à tous les deux. On n'a pas envie de, comme je te le dis encore une fois, d'être les premiers. On a envie de faire quelque chose de cohérent, quelque chose qui nous ressemble. On n'a pas envie d'être distribué partout. Ça aurait pas de sens, je pense, par rapport à notre identité. Donc voilà, on fait les choses petit à petit. On n'est pas pressé. Et on a envie de maîtriser un peu aussi notre développement. Non, de toute façon, on mettra en description le lien voilà, vers le site, le lab, le compte Insta, et puis forcément, pour les gens qui souhaitent tester un petit peu le produit, là où est-ce qu'ils pourront l'obtenir. Donc, ça sera quelque chose qui sera disponible dernière semaine de mars. Ouais, puis comme tu le dis, notre vecteur principal, c'est notre site internet. On a beaucoup investi dessus pour que l'expérience de nos clients soit hyper fluide. On espère que c'est réussi. En tout cas, on nous dit que oui. On va livrer avec UPS en 24-48 heures, parce que c'est aussi une demande. Souvent, tu t'y prends au dernier moment et t'en as besoin pour demain. Donc, on a conscience de ça aussi. Et ouais, tout est optimisé pour l'expérience aussi client, puisque c'est important pour nous. On aime les jolies choses. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'élégant, d'identitaire. Ne serait-ce que quand tu ouvres ton colis, que tu saches que c'est des produits Pyrène, qui est l'expérience qui va avec. Et ouais, assez chouette. Ouais, pour le coup, on est fin prêt et hyper excité à l'idée que tout ça approche. Et ouais, hyper impatient que ça démarre, qu'on puisse se lancer pleinement dans le grand bain maintenant, qu'on est prêt.
Ouais, non, je pense que c'est top de voir justement la réalisation de ces 2 dernières années de travail et petit à petit, voilà, des obstacles que vous arrivez à dépasser. Parce qu'en réalité, ça reste le stade d'une start-up et il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas en fait au stade où vous en êtes. Donc rien que pour ça, c'est top. Et là, voir vraiment l'aboutissement, ça va être une super expérience. On parlait tout à l'heure justement des athlètes dont vous vous entourez, des professionnels et autres. Vous pouvez peut-être en dire un petit mot sur ça, sans nécessairement nommer ceux qu'on ne peut pas nommer encore à ce stade, mais juste voilà, comprendre un petit peu l'équipe dont vous vous êtes entouré et comment est-ce que vous voyez justement les interactions entre les athlètes, la marque, qui est un petit peu l'objectif. Ouais, pareil, c'est assez différent chez nous, hein. Ouais, ça fait partie même de l'idéation de Pyrène. Au moment où Pyrène n'était encore qu'une idée, un projet, on s'est dit que avoir une team d'athlètes rapprochés de nous qui puissent, dont tu fais partie, hein, dont euh, pourrait nous aider à imaginer le produit, à avoir un premier retour de l'idée, un premier retour aussi gustatif et de test. L'exercice était finalement assez simple. On s'est dit, allons faire un tour sur les réseaux sociaux et cherchons des gens qui ressemblent en tout cas dans leur image, de leur façon de communiquer et dans leur valeur à ce qu'ils retranscrivent à Pyrène Performance, ou en tout cas à l'idée qu'on s'en fait. Et puis on a identifié une dizaine de personnes qu'on a réussi à rassembler autour d'un stage, un premier stage athlète Pyrène Performance proche de chez moi dans le sud de la France, à Collioure. Je suis dégoûté de l'avoir raté d'ailleurs. C'était connard, ouais, il a fallu Ouais, choisir. là, on t'en veut pas. Et puis on a notamment Victor Bouscavé qui est un ultra cycliste et qui est hyper performant, qui est une pépite à son niveau, dont on est hyper fier de l'avoir dans l'équipe parce qu'il apporte beaucoup de valeur. Euh, son, Ses retours sont hyper précieux aussi sur ce qu'on développe. On travaille aussi avec Mathilde, je me permets de le citer. Ouais, bien sûr. Ouais. On travaille aussi avec Mathilde Armand du team Compressport qui est sur la partie du coup ultra trail. Avec Sophie Monté aussi qui a un profil un petit peu moins en direction de professionnalisation mais qui nous plaisait beaucoup dans sa façon de communiquer. Euh, Après, on peut pas tous les citer parce que maintenant, il y en a beaucoup. ouais, Mais ouais, ce qu'on peut retenir, c'est que sur tout ce qu'on... Alors si on parle... Nous, on n'aime pas parler d'influence parce qu'on pense pas avoir besoin d'influencer les gens. C'est plus vraiment de la communication pour nous. En fait, on a 3 catégories maintenant. On avait cette core team qui est présente depuis le début, qui est composée d'athlètes professionnels ou non. Et effectivement, comme le disait Flo, ils ont plein de drivers différents, de niveaux d'ambition différents. Certains veulent vraiment devenir des athlètes professionnels, d'autres pas du tout. Ils font ça vraiment par passion. Et du coup, une fois qu'on a eu ça, on a eu 2 nouvelles typologies de communautés autour de nous. La première, c'est les athlètes professionnels, où là, c'est plus vraiment les mêmes enjeux. On a un gros enjeu de performance, on a un enjeu aussi contractuel, puisque ça fait partie du modèle économique qui leur permet de vivre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a apprivoisé et on est très heureux. Sur le triathlon, on a toujours tenu à avoir une parité. Donc chez Pyrène, il y a autant d'athlètes féminines que masculins. Sur la partie féminine, on bosse avec Anne-Sophie Pierre, qui est championne du monde Ironman amatrice l'année dernière et qui est professionnelle maintenant, qui, au-delà d'être une très belle athlète, est une super fille et qui, dans sa philosophie, match super bien avec Pyrène et on est super heureux de la voir. Elle est entraînée par son conjoint, Soli Camar, qui est une super aussi boîte de coaching. Et ils font un super boulot ensemble et on est très fiers de contribuer à leur écosystème aussi. Et sur la partie masculine, on va travailler du coup avec Anthony Coste, qu'on ne présente plus, premier athlète français sous 8 heures sur From Ironman. Au-delà de ses performances, c'est aussi un ingénieur avec qui on a une vision commune de la manière d'aborder les choses. Une vision assez technique et finalement une vision assez basée sur le bon sens des choses. Et du coup, il y a une connexion importante tout de suite.
Et après, on a une troisième catégorie de contributeurs dans la grande famille Pyrène. C'est plus alors ce que nous on appelle des ambassadeurs de la marque. Et à ce moment-là, on parle plus de personnes avec qui on a une vision commune de notre marque, un univers en commun, et qu'on trouve être des belles personnes pour véhiculer à la fois la valeur de la marque et l'identité aussi, parce que c'est à ça que sert la communication et c'est important pour nous. Et juste un petit mot sur la manière dont on aborde tout ça, cette communication. On est une marque qui a comme je te disais, une relation à ce que communément on appelle l'influence qui est assez particulière. En fait, on n'impose rien du tout à nos ambassadeurs. On n'a que des ambassadeurs qui ont envie de parler de Pyrène et on les laisse le faire de la manière dont ils veulent, à la fréquence dont ils le veulent. C'est très important pour nous, c'est ce que eux apprécient aussi. On n'a pas envie de travailler avec des gens qui sont finalement qui ont un peu dilué leur image et qui deviennent trop des objets marketing. On a envie de gens qui ont un univers, des projets entre l'endurance et parfois l'artistique aussi, puisque les frontières sont de plus en plus minces dans nos sports. Et c'est ce que nous, on aime beaucoup. Donc, on a envie de travailler avec des gens qui racontent des histoires et à qui on permet de le faire avec nos produits et les histoires que nous, on raconte aussi. Ça rejoint un peu le côté authentique du produit, avec le côté aussi authentique dans la communication, pas juste forceur, mettre la marque devant les yeux des gens à tout prix, et peu importe qui la met en avant, mais avoir aussi une approche qualitative en termes de communication plutôt que quantitative à tout prix. Donc, intéressant. Donc du coup, pour vous, et si on se projette un petit peu dans le futur, qu'est-ce que Pyrène, d'ici 1 an, c'est quoi? Déjà, c'est un lancement abouti, on l'espère. On n'a plus aucun doute sur le fait que maintenant, on est prêt à se lancer. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ça va être primordial pour nous de recevoir nos premiers retours terrain, même si on en a déjà via l'expérience athlète sur laquelle on a beaucoup travaillé, mais l'expérience terrain plus large, on va dire. Ce sera déjà une première étape. On a une saison d'été qui est très chargée par les événements qui nous font confiance cet été. Je sais pas trop si on peut en parler tout de suite, mais Ouais, ils n'en voudront pas. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir un petit peu... on sera présent sur le Frenchman. On sera sur le salon du Frenchman. On sera présent sur le GRP. Notamment sur les ravitaux de la plus grande épreuve du GRP. Juste pour précision, le GRP, c'est un peu le petit frère de l'UTMB. C'est la plus grosse épreuve d'ultra trail chez nous dans les Pyrénées. Voilà, donc c'était important pour nous de prendre contact avec eux. Et puis c'est un projet qui a fait beaucoup écho auprès des organisateurs, notamment via l'aspect territorial de celui-ci. Et on sera aussi sur le triathlon de Luchon, pour ceux qui nous écoutent et qui sont proches de là où on travaille. La cyclo du Tour du Mont Blanc, qui est réputée pour être une des cyclos les plus dures d'Europe. Si je dis pas trop de bêtises, on est à un peu plus de 300 bornes pour presque 10 000 de dénivelé. Ça va faire mal. Hein. Voilà. Ouais. Donc là, on sera aussi sur les ravitaux de la course. Et c'est super chouette parce qu'aujourd'hui, au-delà des Pyrénées, qui est vraiment notre port d'attache, la deuxième mecque des sports qu'on supporte, c'est Chamonix. Et moi, j'y ai moi-même passé énormément de temps. Je suis très attaché à ce territoire et je suis sûr que les Chamoniards et les Alpins, dans leur ensemble, nous en voudront pas de porter l'image des Pyrénées. Et c'est d'ailleurs assez chouette parce que même à Paris, cette identité pyrénéenne, elle a quelque chose d'assez joli et d'assez attrayant puisqu'elle est très authentique finalement, peut-être plus qu'une image alpine qui est déjà assez exploitée. Elle traduit vraiment cette idée d'authenticité. Elle est presque parfois un peu pittoresque pour les gens de grandes capitales européennes. C'est ce qu'on nous traduit un petit peu, tu vois. Et c'est chouette, ça nous ressemble et on embrasse ça. On aime beaucoup cette image d'être très authentique, très basée sur l'aspect brut des choses, mais en ayant fait les choses bien.
Et d'ailleurs, ce que tu dis me fait penser que on sera aussi présent sur un triathlon qui s'appelle le Drac del Canigó, qui est un plus petit format, qui est un nouveau triathlon qui aura lieu dans le sud de la France, proche de Perpignan, et qui a la particularité d'être le premier triathlon qui a l'autorisation de passer par le pic du Canigou sur la partie course à pied, donc plus au format trail, Ok. et qu'on est très heureux d'accompagner aussi sur cette première édition, et avec qui on a des valeurs qu'on partage, notamment Mm. cette proximité avec les Pyrénées. Et tu vois, c'est un triathlon longue distance et la particularité, vu qu'il traverse des espaces naturels très protégés, ben, il y aura que 66 participants. Donc, tu vois, on vise pas que des très grosses courses, on a aussi envie de s'intégrer dans des courses avec une mission un peu différente. Et ça va être une très belle expérience pour nous. On est du coup très proche des concurrents, on les aide à mettre en place des protocoles dédiés pour le parcours, on leur explique nos produits, enfin, c'est super valorisant pour nous. Donc ouais, on a nous l'impression que notre mission, c'est sur cette première année de lancement d'être fort dans les Pyrénées chez nous. Et c'est finalement pas très compliqué, puisque quand on crée une marque où bah, les composants des produits viennent de 100 ou 200 km du lieu de la course, forcément on touche la sensibilité des gens, autant qu'on a touché la nôtre, quoi. Et c'est super chouette et on a hâte d'y être parce qu'on est sûr qu'on on va enfin rencontrer tous ces gens pour qui ça va vouloir vraiment dire quelque chose. Et je pense que dès l'année prochaine, effectivement, il va falloir qu'on ouvre nos chakras et qu'on amène cette valeur aussi sur d'autres terrains. L'Espagne, c'est important pour nous bah, parce qu'on partage les Pyrénées avec eux et qu'il y a une culture de l'ultra-distance dans pas mal de sports qui est très présente, une culture même du sport aujourd'hui en Espagne qui est différente de celle de la France et qui est super intéressante. On a des athlètes en Suisse, des athlètes en Italie, donc toute cette partie alpine aussi est forcément très liée à nos sports. Et pour revenir peut-être sur ta question de qu'est-ce qu'on sera dans un an, bah, le défi de cette année, c'est de réussir ce lancement et d'adapter l'entreprise et notamment son outil de production à la rapidité d'évolution de la marque. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on sait que ça va marcher. On a tellement de signes que aujourd'hui, on a évacué cette idée qu'on prenait le risque que notre projet fasse un flop. Et encore une fois, on le dit en toute humilité. Mais par contre, on n'a aucune idée de savoir si on va être complètement débordé par un dimensionnement trop faible de cette histoire, ou si au contraire, on va avoir le temps de progresser petit à petit, etc. Je pense que la réponse sera entre les deux. Ouais, notre défi cette année, ça va être un enjeu d'adaptabilité, de flexibilité. Et je pense qu'on va y arriver parce qu'on est prêt à tout, on essaye de faire les choses intelligemment et encore une fois, on a beaucoup de monde autour de nous. Bah, je pense que le défi, ouais, ça va être probablement répondre à la demande. C'est la première chose. Forcément, voilà, à la base, vous êtes deux. Peut-être que dans un an, voilà, ça sera plus la même. Mais Ouais, il y a quand même beaucoup de monde dans l'ombre, hein. On est deux devant toi aujourd'hui, mais je te garantis qu'on va pas nous faire toute la prod et toutes les choses là. On a besoin de monde pour nous aider. Et encore une fois, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. On a trouvé des super chouettes personnes. Donc ouais, ça va le faire. non, j'imagine. Euh, Moi, je suis arrivé un petit peu au bout de mes questions, des points que je voulais aborder avec vous. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que vous voudriez discuter un petit peu? Bah non, écoute, peut-être nous te poser une question, parce que toi qui as vécu le projet depuis le début, bah, comment peut-être toi tu nous vois dans un an, ça serait intéressant. Bah, honnêtement, la première fois déjà qu'on s'est parlé, moi j'ai été vachement impressionné par le côté pro finalement de ce que vous m'aviez présenté. Il y avait ce slide deck avec vraiment pas mal d'infos, des comparaisons voilà, avec les produits existants. Et en vrai, j'avais trouvé ça assez impressionnant et ça m'avait beaucoup motivé pour travailler avec vous. Alors que j'utilisais voilà, d'autres produits qui me convenaient parce que j'en avais testé beaucoup. Il y en avait d'autres, ça allait pas, d'autres ça allait. Mais en gros, je m'étais pas posé la question, est-ce que je peux trouver quelque chose de meilleur pour un résultat similaire ou alors meilleur aussi en termes de perf. Et c'est vrai que
ce que vous avez réussi à mettre en place pendant ces mois-là, et même justement cette sorte de réunion avec l'équipe, la core team en octobre, j'avais trouvé ça assez impressionnant pour le niveau de développement auquel vous étiez à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis octobre, il y a quand même eu énormément de choses qui se sont passées. Et tout à l'heure, quand vous me montriez un petit peu, c'est ce que je vous disais, je fais, ouais, c'est ouf, quoi. Et donc, honnêtement, c'est assez impressionnant le travail que vous avez mis dans le projet et ce que vous avez réussi à faire finalement en peu de temps. Je pense que dans un an, alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais par rapport à l'image, à votre investissement, à la demande que je perçois, je pense que c'est quelque chose où vous serez surpris. C'est pour ça que je demandais combien est-ce que vous serez, parce que par rapport à ce que j'imagine que ça représente de répondre à la demande qui potentiellement ne sera juste celle des cours sur lesquels vous allez être présent, c'est énorme. Enfin, sur les ravitaux et autres, on en parle. Il n'y en a pas qu'un dans ces courses là. Il y en a plein. Il y a plein d'athlètes donc, c'est un énorme travail. Donc, je pense qu'effectivement, dans un an, moi, je vois une marque qui clairement pourra trouver sa place dans les épreuves type longue distance, ultra distance, soit trail, triathlon, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont très intéressées par le côté healthy, le côté on va pas sacrifier en fait notre bien-être pour juste s'alimenter et performer comme il faut. Donc ça c'est un premier point. Et un deuxième point, il y a le côté aussi authentique. Je pense que les gens s'identifient, quelque chose qui est proche d'eux et quelque chose qui reste français. En fait, si tu regardes les marques françaises actuellement, je ne suis pas sûr d'être capable d'en citer des... en tout cas, certainement pas que j'utilise, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, je pense qu'il y a à la fois un créneau à prendre, à la fois une demande dans des sports qui clairement explosent, que ce soit le trail, c'est vachement à la mode, le triathlon, c'est vachement à la mode. Et je ne crois pas que ce soit juste des effets de mode qui vont retomber comme des soufflets. Je vois ça continuer parce que ça fait partie aussi d'un lifestyle plus sain que les gens apprécient autour quelque chose d'un petit peu plus naturel, sortir des villes, sortir de sa salle de sport. On va dehors, on va courir, on va nager, on va rouler, peu importe. On fait des choses différentes. Donc, non, je pense que c'est un beau produit. C'est un produit derrière lequel il y a des valeurs. Il y a une vraie proposition de valeur. Bon, on va prendre des termes un petit peu plus commerciaux. Donc, honnêtement, je pense que vous allez être surpris par là où vous allez être d'ici un an. C'est tout ce qu'on se souhaite, hein. Soyons surpris. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Richard. Merci à vous de me recevoir. Trop chouette de t'avoir à Toulouse. Ouais, non, écoute, c'est une première pour moi, mais j'espère que ce sera pas une dernière. Mais non, franchement, vous rencontrer en personne et voilà, juste comprendre un petit peu les gens derrière le projet, comment tout simplement ça s'est fait, tout ce qu'on a pu échanger un peu en off et qu'on va continuer d'échanger en off, et puis ce qu'on a partagé aussi avec les gens qui vont nous écouter, c'est génial. C'est pas tous les jours qu'on a justement la possibilité de comprendre un peu comment est-ce qu'on lance un business, on lance un produit, et je pense qu'on aura d'autres occasions de repartager cette expérience-là quand le Pyrène sera à un autre stade de son développement, et on pourra vous rappeler quand on avait parlé là au mois de mars. Ouais, bah, tu vois, nous, peut-être une dernière chose, mais on reçoit beaucoup de sollicitations d'investisseurs qui nous disent oui, est-ce que vous allez ouvrir le capital de l'entreprise, etc. On a même des private jokes là-dessus maintenant, parce que c'est tellement récurrent et tellement intéressé et tellement loin de notre vision de ce qu'on est en train de construire que on se dit qu'en fait, nous, notre rêve dans 2-3 ans, c'est que Pyrène, ça nous appartienne et ça appartienne aux athlètes qui étaient là depuis le début et qui ont contribué à en faire un succès aujourd'hui. Et cette idée de se dire que tout ça va rester une histoire entre nous, une histoire collective, une histoire de team et qui porte vraiment une mission en laquelle tout le monde croit profondément, c'est quelque chose qui nous anime aussi dans le développement de la boîte. Je pense que c'est super important dans le sens que souvent tu vois en fait l'entrée d'un investisseur plus type private equity ou institutionnel ou quelque chose qui en fait n'est pas réellement lié au projet, où le
l'objectif, c'est clairement revendre. Voilà, il y a forcément un côté, on dénature un petit peu notre idée de base. Et effectivement, si c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer sans hypothéquer un petit peu le développement du projet, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. Après, c'est parfois un mal nécessaire. Euh, Parfois, c'est un bras de fer après entre voilà, les fondateurs, l'équipe qui était là en place, ce que veulent les investisseurs. Et, voilà, on essaye de maintenir le truc. On a besoin en même temps du financement. C'est pas une position facile, mais c'est, je pense, quelque chose qui est aussi évitable si, au fond, le projet, et je comprends que c'est votre cas, n'est pas juste créer voilà, la énième licorne française. C'est ça. Et puis c'est dans ce genre de questions qu'on a aussi la chance de t'avoir, hein. T'es assez discret sur ta vie professionnelle, mais aujourd'hui c'est une grande valeur de t'avoir aussi sur ces aspects-là, puisque t'es extrêmement compétent et c'est hyper rassurant pour nous de t'avoir dans l'équipe et de pouvoir aborder ce type de sujet avec ton expertise et ton niveau de connaissance. Et je suis sûr qu'ensemble, on a peu de chances de se tromper. Écoute, merci de me faire confiance déjà. L'avenir le dira. Non, mais franchement, c'était super cool de vous rencontrer. Merci pour votre temps, merci pour ce moment de partage. Et comme dit, on va mettre en description les liens pour voilà, retrouver toutes les informations sur Pyrène, sur le lab, que ce soit sur Insta, le site internet, et naturellement, pour ceux qui veulent en commander, on mettra également ce qu'il faut. Ouais, et même pour ceux qui veulent communiquer, on essaie d'être une équipe assez open et on discute quasiment tous les jours avec des clients à nous qui ont des questions. Tant qu'on peut le faire, profitez-en. On en profite, on répond à tout le monde. Génial. Bon, ça me paraît bien pour clôturer ce podcast. Allez, merci Jacques. Merci Salut. beaucoup. À bientôt. Allez, ciao.